Merci Madame la Présidente. Je reprends un peu mon souffle, m'excuserez. Exercice difficile pour les élus Europe Écologie Les Verts que celui d'analyser le bien fondé de cette réforme. En effet, elle contient un grand nombre de revendications que portent les Verts depuis de longues années. Suppression des conseils généraux, renforcement du rôle des régions avec compétences élargies, rôle prescriptif des schémas. À peu près tout l'inverse de ce qui vient d'être dit, moi, vous m'excuserez pour la concomitance du propos. En même temps, tant par la méthode que sur certains partis pris, nous avons un certain nombre de critiques à formuler sur cette proposition de réforme. Mais nous souhaitons ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous ne souhaitons pas laisser passer l'occasion d'une réforme essentielle sous le prétexte qu'elle ne nous conviendrait pas totalement. Nous avons enfin devant nous une réforme territoriale qui marque la rupture, qui sera qualifiée de courageuse si elle est menée à son terme. Ce que nous souhaitons évidemment. Les écologistes prônent depuis de longues années le renforcement du rôle des régions pour qu'elles soient fortes, autonomes, capables de déterminer de nouveaux modèles de développement, qu'elles aient de véritables compétences. Mais des régions fortes ne nécessitent pas forcément des régions grandes, des régions peuplées. Les Länder allemands, souvent cités en exemple aujourd'hui, ne sont-ils pas plus petits et parfois moins peuplés que certains de nos régions actuelles? Et pourtant, ils jouent un véritable rôle au sein de la République fédérale et dans l'Europe, car ils sont dotés de fortes compétences, de pouvoirs législatifs et de capacités d'innovation. Pourtant, le choix s'est porté en premier lieu sur la fusion de territoires, décidée rapidement et monopolisant le débat sur l'enjeu de cette cohabitation des territoires, alors que la vraie question ne porte pas sur la taille, qui importe peu, mais bien sur les moyens et compétences qui leur seront donnés. Nous regrettons que le choix de cette réforme ait été annoncé précipitamment et sans réelle concertation. Nous regrettons également que le découpage des territoires et la fusion des régions aient été décidés dans un bureau à Paris, comme pour acter que le jacobinisme prévaut toujours, même sur une loi voulant élargir le rôle des régions et acter une étape importante de la décentralisation. Nous comptons sur le travail législatif qui va suivre ces annonces, à moins que les parlementaires décident de bloquer la réforme plutôt que l'amender, comme les sénateurs ont semblé vouloir le faire en repoussant hier l'examen du projet de loi. Comme nous l'avons dit, c'est bien le rôle et la fonction qui seront donnés aux régions qui nous importent, et c'est sur ce sujet qu'il faut travailler. La place des régions dans l'organisation politique nationale et européenne passera par de nouveaux moyens financiers pour lesquels nous n'avons pas de lisibilité. Il faut que des moyens propres soient donnés aux régions et qu'ils soient dynamiques. J'évoque là la fiscalité avec un besoin d'autonomie fiscale. Des moyens juridiques devront également nous être donnés, car selon le projet de loi, les régions devront se doter d'outils prescriptifs. Et nous saluons cette véritable avancée. En effet, le SRAT, qui rassemblera désormais tous les schémas, sera prescriptif. Et même s'il sera élaboré en concertation avec les autres collectivités et partenaires, il nous faudra bien nous doter d'un outil juridique afin de veiller à son application. Le renforcement du rôle des régions et de leurs moyens doit passer par un transfert des compétences de l'État, non annoncé jusqu'à maintenant, mais aussi par une simplification des strates territoriales. Les suppressions des conseils généraux ou départementaux, comme on dit maintenant, que nous appelons de nos vœux depuis longtemps, est inscrite dans le projet de loi. Et la réforme n'aura de sens que si, à terme, elle supprime véritablement cet échelon. Nous craignons que la réforme soit inachevée et que, d'ici 2020, la suppression des conseils généraux ne soit pas effectuée. La suppression de la clause générale de compétences n'a aucun sens dans cette perspective de suppression des conseils généraux. Nul risque en effet d'avoir un empilement des subventions puisque les collectivités se résumeront entre le bloc communal et la région. Sa suppression dès 2016 ne serait-il pas l'aveu du renoncement de la suppression des conseils généraux? Cette clause doit être maintenue au niveau de la région. Elle permettra une adaptation des politiques de chaque région aux exigences de leur territoire. Ainsi, les régions s'approcheront d'un fédéralisme différencié que nous revendiquons depuis de longues dates, comme Marc Bourneck l'a évoqué tout à l'heure. Dans ce contexte, non mais c'est pas rigolo de faire un fédéralisme différencié, c'est une vraie approche.
Ah bon, d'accord. Bon, ben alors, vous avez le droit de rigoler sur ce que vous voulez, vous avez le droit de m'écouter aussi, après tout. Hein. Dans ce contexte, il nous apparaît dangereux de supprimer le droit aux régions d'intervenir sur des politiques diverses. D'une part, cela les prive de leur capacité d'innovation et cela fait peser un important risque sur le secteur associatif, la santé, l'environnement, l'éducation populaire, la culture et d'autres sujets encore. Cette autonomie des régions à intervenir sur des politiques qu'elles jugent importantes ou qui risqueraient d'être orphelines de toute aide publique doit être revendiquée par nous tous. C'est aussi un moyen de maintenir une proximité sur ces territoires. Une proximité qui ne devra pas être confondue avec du clientélisme, sera indispensable compte tenu de l'élargissement des territoires, de l'institution régionale et de la disparition des conseils généraux. La législation devra en parallèle renforcer l'échelon intercommunal de façon à garantir une approche territoriale construite à l'échelle des bassins de vie. Le projet de loi est à ce titre, à nos yeux, assez inquiétant car il fixe un seuil de 20 000 habitants pour les intercommunalités, alors qu'il faudrait conduire une véritable analyse qualitative des réalités territoriales, prenant en compte les aires urbaines du milieu urbain et les bassins de vie pour les zones rurales, pour définir leur périmètre. Il est évident que les communautés de communes actuelles, pour la plupart d'entre elles, ne répondent pas à l'attente de ce besoin territorial du fait de la disparition des départements. Et nous pourrions nous rapprocher du périmètre des pays actuels sur lesquels il faudrait sans doute s'appuyer davantage dans l'avenir suite à cette réforme. L'interrogation existe aussi sur le véritable statut donné et les moyens donnés également à ces intercommunalités. Elles devraient porter la compétence générale plutôt que les communes, pour le coup, bénéficier d'une intégration financière sur la fiscalité, les dotations, et être dirigées, sans aucun doute, par une assemblée d'élus au scrutin direct. Comme vous l'avez compris, nous attendons beaucoup de cette réforme qui marquera sans aucun doute une étape importante dans la vie institutionnelle de notre pays, pour peu qu'elle soit menée à son terme. Nous, élus régionaux, devons réclamer que nous soient enfin donnés les moyens de conduire nos concitoyens franc-comtois et bourguignons vers un avenir qu'ils souhaiteront, tel qu'ils l'auront exprimé lors des élections prochaines. Car la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté ne suffira pas pour nous donner les moyens d'agir. La superficie ne fait pas la taille critique, terme souvent utilisé par les zélateurs de cette réforme. Nos deux régions restent des régions peu peuplées, cela a été dit, ayant des PIB par habitant les plus faibles de France. Et la fusion de deux ensembles vides constitue toujours un ensemble vide, à moins que l'on nous donne les moyens de les remplir et d'agir avec des vraies compétences et de vrais moyens financiers. Il faudra bien entendu s'appuyer sur nos concitoyens et les consulter sur ce sujet au plus vite. Vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, la nécessité d'un débat territorial participatif. Il nous paraît en effet que seule cette appropriation du débat par les Franc-Comtois et les Bourguignons nous fera éviter les tentations de repli sur soi identitaire et donnera à chacun des habitants de nos régions une vraie confiance dans l'avenir de leur territoire et en leurs dirigeants. Je vous remercie.